Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je pense que quand on arrive comme ça en fin de journée, ça doit être difficile. J'ai donc un peu de temps et je vous remercie pour vous raconter un peu mon histoire et en tout cas l'histoire d'Au Féminin. Et je voudrais vous raconter, à vous que je ne vois pas très bien parce que quand on est aveuglé comme ça ici, on voit pas très bien, mais qui me paraissait beaucoup plus jeune que moi j'ai été élevée dans l'admiration d'une génération qui avait fait mai 68. Et cette génération qui avait fait mai 68, elle avait placardé énormément de messages qui restaient gravés. Et un des messages qui m'a toujours beaucoup plu, c'était « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Et donc du coup, j'ai essayé un peu dans ma vie, modestement, de faire un peu ça. Ce qui fait que de façon assez paradoxale, j'ai démarré dans la presse quotidienne, et puis après je suis allée dans la presse magazine, et puis après je suis allée à la télévision publique, et puis après je suis allée dans les bases de données, et puis après l'internet, et maintenant je suis arrivée chez un pure player. Donc au fur et à mesure que je vieillis, je vais dans des médias de plus en plus jeunes. Comme me disent mes enfants, je me demande comment je vais finir à la retraite. Et donc cette obsession un peu de se dire comment faire pour rester rebelle, comment faire pour rester dans l'innovation, c'est un peu mon obsession. Et je pense que c'est en même temps un sujet intéressant quand on travaille au marketing comme vous. Et alors donc, je voudrais vous raconter que toute ma vie, j'ai passé mon temps à me faire rembarrer. Mais vraiment beaucoup, quoi. Par exemple, je me souviens d'avoir trouvé que c'était assez génial le moment de Radiocom 2000 et d'avoir pensé que la téléphonie mobile, ça allait devenir un grand truc. Et à ce moment-là, il y avait énormément de gens qui disaient, d'ailleurs des actionnaires de SFR et d'Orange, qui disaient la téléphonie mobile, ça restera pour des gens qui sont prêts à payer 35 € par mois et ça n'arrivera jamais au grand public. Quand j'étais chez Cara et qu'on est allé voir dans les années 98 les boîtes, on avait 80% du marché de la musique, les boîtes de musique, c'était les types les plus originaux, les plus fantaisistes, etc. Et qu'on leur disait, vous savez, l'Internet, ça va être un grand truc. Ils nous disaient, non, l'Internet, c'est tellement compliqué, c'est tellement une histoire de mecs qui savent coder, ça dépassera jamais vraiment rien. Et c'était les années où ils étaient en train d'inventer un scotch, vous savez, qui fait le tour des CD pour être sûr qu'ils soient pas volés. Et pendant ce temps-là, Napster était en train de voler, mais par en haut. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. C'est-à-dire que quand je suis revenue des États-Unis, j'ai dit aux gars qui s'occupaient de l'expertise chez Aegis, Facebook, je pense que ça va être un grand truc. Et il m'a répondu, non, c'est un truc d'Ivy League, ça va être juste Harvard et quelques-uns, et ça se développera jamais. Et maintenant, c'est 1 milliard. Donc, au fond, on ne cesse, et c'est Pierre Bélanger qui le dit le mieux, de repousser les innovations parce qu'on en a peur, ou parce qu'on se dit que ça va arriver dans longtemps. Bill Gates disait toujours que, en fait, on surestime toujours la vitesse de propagation de l'innovation et on n'en mesure jamais son ampleur. C'est-à-dire qu'en gros, on pense toujours que ça va arriver très très vite et ça arrive en fait un peu plus lentement. Mais en revanche, au moment où ça arrive, ça devient absolument général. Et c'est comme le mobile, ça devient absolument général. Et quand je reprends l'histoire d'Au Féminin, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'Au Féminin, on leur a dit, on nous a dit, en permanence on n'y arriverait jamais. Et je pense que c'est peut-être cette histoire qui peut vous être racontée pour vous montrer comment il a fallu sans arrêt chercher à réinventer. La première chose, c'était l'obsession qui consistait à dire, et que j'ai entendu 1000 fois, il n'y a pas de business model pour les pure players parce qu'on ne peut pas financer les contenus par la publicité. Et donc ça, c'est un truc qui a été répété pendant à peu près 10 ans, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la marge moyenne des médias, elle est soit négative, soit inférieure à 5%, alors que pour les grands acteurs, et vous en avez entendu plusieurs ici, les marges sont de l'ordre de 30%. Donc, première ineptie, oui, bien sûr, il était possible de financer des contenus par de la publicité. Le deuxième truc répété sans arrêt par tout le monde, toutes les équipes marketing, tous les journalistes, tout le monde, tous les investisseurs, c'était ça ne peut pas être mondial. Parce que l'info, c'est profondément local. Ce qui intéresse finalement, regarde la presse, la télévision, ils sont complètement locaux. Personne n'a jamais créé de groupe qui soit internationaux. Bon, on l'a vu tout à l'heure, Alexandre l'a montré, mais
évidemment, au contraire au féminin, c'est lancé tout de suite en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, parce que les contenus qui intéressent les femmes, et notamment les contenus autour de la grossesse, c'était ça l'origine de l'histoire, ça intéresse toutes les femmes, et il y a beaucoup moins de différence entre deux femmes à l'intérieur de l'Europe qu'entre une femme et un homme dans un même pays. Donc évidemment, la possibilité d'être mondiale était une possibilité très forte. La troisième contre-intuition permanente, c'était il faut être core business, il faut être focus sur son truc. Ça, c'est aussi ce que répètent sans arrêt les investisseurs. Et au féminin, a lancé Smart Ad Server, qui correspond à 20% de son chiffre d'affaires. C'était un peu une folie d'avoir un ad server face à DoubleClick et face aux géants. Et aujourd'hui, on a le premier serveur européen indépendant et on a le premier serveur dans le domaine du mobile, qui est un serveur dont les fonctionnalités ont été élues par l'IAB aux États-Unis comme les meilleures fonctionnalités au monde. Donc on voit bien que une petite boîte française qui est bien hybride peut développer des technos vraiment cool qui vont être connus dans le monde entier et peut se retrouver finalement à concurrencer des très très grands ultra capitalisés. La quatrième, évidemment, et dernière certitude de tous les 10 heures de bonne aventure, c'était de dire de toute façon ça ne durera pas. C'est-à-dire que le problème de tous ces grands acteurs, c'est que ça marche un petit moment et puis après on est bousculé par d'autres. Tout ça est un peu vrai d'ailleurs. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver dans ses ressources, dans ses idées, la capacité à se renouveler. Et c'est assez intéressant pour ça de regarder comment en fait on a dû muter d'une posture qui était une posture exclusivement web, où il y a 2 ans et demi, on n'était que des sites éditeurs web, et où tout à coup, on a eu, nous, une espèce de conviction à l'intérieur de l'entreprise qui était de se dire c'est génial, tout le monde nous dit qu'on est les meilleurs, qu'on a le plus grand succès mondial, on est à 30 millions, on va être à 35 millions de VU, voilà, on va continuer à croître, mais au fond, on est un acteur print digital, c'est-à-dire qu'on est dans la même menace que on regarde la presse aujourd'hui. Et si on pense que dans 2 ans, dans 3 ans, la moitié des contenus vont devenir vidéo, il suffit de regarder ce que devient YouTube, il faut qu'on devienne aussi un acteur vidéo, un acteur de la mobilité. Alors quand vous allez expliquer ça à votre board, ils vous disent mais c'est complètement débile, vous avez enfin trouvé le business model, vous avez enfin les marges, ça n'arrête pas de croître, vous n'allez pas tout de suite aller courir le risque de vous cannibaliser et d'aller lancer d'autres choses. Et c'est vraiment intéressant de voir à ce moment-là évidemment ce qui se passe. Parce que à ce moment-là, il faut être dans la culture du test and learn. On a lancé d'abord des applis payantes. On en a vendu 40 000, donc à 1,79 € et à 2,29 € pour Marmiton et pour Au Féminin. Donc vous voyez de quoi se payer en fait le coût de l'appli. Et puis on restait comme ça. On a immédiatement été proposé au board de passer tout en gratuit. Ils nous ont dit oui, miraculeusement. On a fait 1 million de téléchargements dans la semaine qui a suivi. Et ils nous ont dit, ah bah c'est malin, maintenant vous avez 1 million de téléchargements et vous n'avez toujours pas de revenus. Sauf que bien sûr, nous on sait que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que les pure players ont fait aux États-Unis. Il faut d'abord générer des audiences, d'abord être dans une relation très très forte avec ces communautés, et puis ensuite on trouve toujours des moyens de le monétiser. Et aujourd'hui, on fait des revenus très importants dans le mobile. Et heureusement qu'on a fait ça, parce que quand je regarde ce que ça représente à l'intérieur de nos audiences, aujourd'hui, par exemple au UK, c'est 35% des audiences mobiles. Donc on voit bien que le business model a vraiment shifté en 1 an. On est passé de certains pays d'Europe qui sont à 5% sur les connexions mobiles à 35%, et sans doute ça va croître. On voit des acteurs comme Allociné autour de 50%. Enfin, donc vraiment, il y a une très très forte croissance, et heureusement qu'on a pris cette position, parce que c'est ça qui nous a permis, là maintenant, d'afficher 13,5 millions de visiteurs uniques sur le mobile, donc d'être dans une plus grosse distance avec notre numéro 2 ou notre numéro 3 qu'on est sur le web. Et ça n'a pas empêché le web de croître, puisqu'on vient de sortir un chiffre de 49 millions de visiteurs uniques pour les sites d'Au Féminin. Donc on voit bien que le web croît, mais un peu plus lentement, et en revanche le mobile explose. Et sur la vidéo, on a fait à peu près pareil. C'est-à-dire que sur la vidéo, on s'est dit, bon, on n'a aucune capacité, en plus on n'y connaît rien. Donc ça va quand même être assez difficile. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est on va annoncer qu'on crée Au Féminin Télé. Donc tout le monde rigole en disant ah bah ouais, mais comme vous n'avez pas de chaîne de diffusion, ça va quand même pas être facile. Et puis on a fait notre petit bonhomme de chemin d'aller chercher les vidéos qui intéressaient les vidéos de notre communauté. Parce qu'au fond, le seul secret que je peux vous donner aujourd'hui, c'est qu'en fait tout ce qu'on fait, c'est en permanence pour essayer de comprendre les femmes. Et ça, c'est dans un monde extrêmement changeant, ce qui au moins change jamais.
Et donc, on s'est retrouvé avec un stock énorme de vidéos qui correspondaient au centre d'intérêt des femmes. Et puis, à chaque fois qu'une femme maintenant fait une recherche pour un cours de yoga, de la mousse au chocolat, un cancer du sein, une grossesse de jumeaux, eh bien, il y a une vidéo qui lui est proposée. Et aujourd'hui, on est exactement dans ce qu'annonçait Cisco, c'est-à-dire 50% des contenus vidéo, 50% des contenus print. Et on vient d'annoncer le chiffre de 46 millions de vidéos vues donc, dans le monde, donc à peu près à égalité maintenant avec le nombre de VU, même si ça ne peut pas se comparer. Ce qui fait que, à ma très grande surprise moi-même, on est entré comme 5e brand player dans le classement de médiamétrie en septembre, c'est-à-dire qu'on est derrière Google, derrière YouTube, derrière TF1, derrière Facebook, mais juste devant M6 et France Télévisions. Ce qui n'était quand même pas une certitude absolue au moment où on l'a lancé. Donc on voit bien finalement que c'est vraiment cette culture tout le temps, et c'est ça qui est ultra motivant, c'est cette culture tout le temps du test and learn, on avance et on recule, et c'est ça qui, je crois, explique finalement la véritable nature d'Au Féminin et qui explique qu'on est un pure player parce qu'on est totalement ancré dans cette culture du test and learn. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un truc qui n'avait pas changé, c'était la conversation. Et je pense que la chance qu'on a eue, c'est vraiment d'avoir eu des fondateurs, Anne-Sophie et Marc-Antoine, qui ont compris que les femmes n'étaient pas pareilles que les hommes. Alaya, vous savez, dit ce sont les femmes qui font les hommes. Évidemment, ça veut dire beaucoup de choses pour lui. Il a travaillé toujours sur l'univers des femmes, parce que les femmes, au fond, ont plein d'atouts. Le premier, c'est qu'elles parlent plus. Donc c'est un grand avantage. Le deuxième, c'est elles étirent plus le champ des sujets, c'est-à-dire qu'elles parlent aussi bien de choses légères et de choses graves. Donc, alors que les hommes vont chercher un truc sur le sport, ils vont aller sur l'équipe.fr, puis après un truc sur la bourse, on va chercher un chat. Nous, au contraire, on peut avoir tout le champ et mixer le champ des sujets, ce qui est une extraordinaire différence. Elles sont plus solidaires, c'est-à-dire qu'elles passent énormément de temps. Il y a un message toutes les 3 secondes dans la communauté. Il y a des femmes qui restent jusqu'à 3 heures du matin pour essayer de soutenir une autre qui paraît inquiète. Alors que Facebook a cru, et que toute notre cible est partie sur Facebook, bien sûr. Néanmoins, notre communauté dans les forums a cru en même temps. C'est-à-dire que, du coup, elles viennent chercher quelque chose d'autre que ce qu'elles cherchent. Alors, on a beaucoup cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, on a mesuré que c'était finalement la nature des femmes. Sur Facebook, je viens m'exposer, je me retrouve avec mes collègues, le public d'aujourd'hui, ma belle famille. Et puis, sur Au Féminin, je viens avec un pseudo dans mon intimité. C'est-à-dire que je viens retrouver des femmes qui ont connu les mêmes expériences que moi. Dans la légèreté, dans la gravité, mais en tout cas qui veulent se protéger. Et ça, c'est finalement la règle la plus importante pour nous, c'est d'avoir compris comment intégrer cette conversation et mettre à la disposition en fait des femmes, des experts, des journalistes, d'autres femmes qui leur permettent d'engager cette conversation. Et c'est évidemment aussi la conversation qu'elles peuvent engager avec les marques. On a créé beaucoup de choses sur ce sujet, comme les clubs experts où on peut maintenant faire dialoguer avec 1000 femmes en même temps, donc qui testent vos produits. Et ça, c'est vraiment une richesse très, très, très importante, puisque évidemment, de ce fait, comme elles sont anonymes, il y a une richesse de commentaires par rapport à votre remarque tout à l'heure, puisqu'il n'y a rien à prouver, il n'y a rien de marchand, il y a juste la vérité de ce qu'on peut dire. Et on a créé avec Publicis Consultant un truc que je trouve un outil extraordinaire qui s'appelle l'Observatoire féminin, qui est en fait un aspirateur à messages. Donc on aspire 100 000 messages qui viennent des forums d'Au Féminin, de Marmiton, etc., sur une thématique. Ça peut être la vie numérique, ça peut être la vie de maman, etc. Et on ressort ce que les femmes disent vraiment. Pas ce qu'elles disent pour faire plaisir à la marque, ou pas ce qu'elles disent parce qu'elles pensent qu'il faut dire ça, ou pas ce qu'elles disent parce qu'on sait bien dans le marketing qu'il y a un effet de valorisation très fort de ce qu'on peut dire, mais ce qu'elles ont dit à des copines, ce qu'elles ont dit vraiment. Et on a vu des choses vraiment très très intéressantes qui nous ont permis de faire modifier des stratégies marketing parce que justement, on était allé au cœur des conversations des femmes. Donc évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Je prends une gorgée d'eau parce que je parle beaucoup. Excusez-moi. Vous avez le droit. J'ai le droit. Merci de me donner le droit. Et alors le truc qui, du coup, on a énormément avancé sur ces sujets. On a créé un site qui s'appelle womonology.fr, qui n'a pas grand-chose à voir avec Au Féminin, et qui existe dans 5 langues, et qui est le laboratoire du genre.
Alors vous qui vous intéressez au marketing, je vous invite vraiment à aller dans la langue qui vous intéresse, vous connecter sur womanology.fr si vous êtes en français, parce qu'il y a toutes les études sur le genre. C'est une science qui était très développée aux États-Unis, pas du tout développée en France. C'est vrai, on a une culture très égalitaire, et en plus, on n'a pas une culture constructiviste, on a une culture qui part du principe que on ne naît pas femme, on le devient. Donc, du coup, on nie ces différences. Or, il y a évidemment des différences très très intéressantes dans les parcours des acheteuses, dans la façon d'acheter les produits, dans la façon d'en parler, dans la façon de communiquer autour de soi. Et Womanology regarde tous les secteurs. On a une richesse incroyable de chercheurs, de sociologues, de marques qui viennent interagir. Si vous avez envie d'ailleurs d'être interviewé, on fait les rencontres du gender. Et on a beaucoup travaillé avec Cali Canty et avec nos équipes pour sophistiquer énormément le marketing du genre et le marketing to woman. Et ça, c'est évidemment ce qui nous permet aussi de mieux les comprendre et de mieux développer des produits pour les séduire. Alors, par exemple, je racontais tout à l'heure ce qu'on a fait dans la vidéo, mais par exemple, c'est à partir de tous ces sujets-là qu'on s'est mis à développer une stratégie sur YouTube, parce qu'on est parti du principe que comme vous, j'imagine, les clients vieillissent, et c'est triste qu'ils vieillissent, surtout quand vous parlez beaucoup de la grossesse, parce qu'évidemment, si on est de plus en plus ancien, c'est des thématiques qui intéressent un peu moins. Et donc, on s'est dit comment faire pour être présent sur tous les devices avec des contenus qui ne se cannibalisent pas. Et ça, c'est mon enjeu principal. Je ne veux pas refaire ce que la presse a fait. Vous savez, la presse, dans les années 2000, elle a mis tous ses contenus sur le web gratuit. Et puis après, c'est comme le boulanger qui mettrait sa baguette gratuite juste la boutique à côté. Puis à un moment donné, qui dit tiens, c'est marrant, les gens viennent plus acheter la baguette. Et donc là, c'est un peu ce qui se passe. Et donc effectivement, les audiences baissent parce que les contenus sont gratuits. Donc pourquoi aller acheter Le Monde si vous pouvez l'avoir sur lemonde.fr? Et ça, cette obsession vraiment, qui donne des insomnies, quoi, de se dire c'est tellement idiot d'avancer, de pousser cette pierre et en même temps de se cannibaliser. Donc, comment faire? On a trouvé la solution en développant en fait un véritable parcours qui ferait qu'un contenu égale un device. Donc, on s'est dit, en réalité, qu'est-ce que les femmes font? Quelle est leur consommation média? Et qu'est-ce qui peut correspondre dans les produits qu'on a à des thématiques qui les intéressent. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ce truc absolument bizarroïde qui consiste pour un pure player du web à lancer Marmiton Magazine à 3,90 €, alors que je vous ai raconté que les applis payantes n'avaient pas marché et qu'on les a arrêtées pour les rendre gratuites. Parce qu'on s'est dit, la cuisine reste un sujet absolument central. Quand on est dans sa cuisine, on a envie de garder quelque chose. L'écrit demeure. Et il y a un produit à faire qui sera peut-être un peu plus CSP+, un peu plus âgé, mais qui peut peut-être marcher parce qu'on a une marque forte. On a vendu 100 000 exemplaires du numéro 1 sans promotion. Je pensais qu'on allait arrêter, en fait, que j'avais fait ça juste pour voir et pour montrer qu'on peut le faire comme ça un peu... C'était parce que je suis dans un groupe qui s'appelle Axel Springer aussi, donc je trouvais rigolo de lancer de la presse. Et puis Prestalis nous a dit c'est le plus grand succès de la presse de l'année, donc il va falloir continuer. Donc on a commencé trimestriel. Le numéro 2 et le numéro 3 ont vendu plus que le numéro 1. C'était la première fois dans la presse que ça arrivait. Et puis maintenant, on est bimensuel. Et donc Marmiton Mag continue son histoire et ça marche super bien. Et quand on a regardé le mobile, on s'est dit de la même façon, c'est vachement bien d'avoir des audiences qui croissent dans le mobile, mais si c'est pour que ce soit des audiences qui baissent sur le web, c'est pas très utile qu'on ait couru comme ça. Donc on a développé des produits complémentaires. Donc on a lancé Marmiton Resto, qui est une appli participative qui vous permet de vous géolocaliser et d'avoir tous les bons plans des marmitonnautes qui aiment bien les restos autour. Donc là, c'est un service qu'on n'offre évidemment pas sur le web, qu'on n'a pas sur le papier et qu'on a juste sur le mobile et qui a rentré... C'est extraordinaire la participation de nos communautés. Ils ont rentré 25 000 restos en 3 semaines. Donc une énergie pour le faire extrêmement, extrêmement forte. Et 25 000 restos, c'est vraiment beaucoup et très, très précieux. Et puis sur YouTube, on s'est dit, voilà un média absolument incroyable, qui cible d'abord plutôt les garçons et plutôt les 13-17. Donc c'est quand même pas du tout nos publics. Mais pourtant, ça va croître. On voit que les femmes consomment de plus en plus de vidéos YouTube et y restent de plus en plus longtemps. Donc on a travaillé et on a décidé de tester les 3 modèles proposés par YouTube. Le lancement de sa chaîne tout seul,
On a lancé Au Féminin Beauté. Et Au Féminin Beauté marche bien. La beauté selon Caro, c'est des conseils et c'est un peu délire avec des youtubeurs. Ça marche vraiment bien. Ça touche une cible jeune avec énormément de commentaires. On a lancé 3 projets préfinancés par YouTube. Je pense que vous avez vu cette révolution absolument incroyable qui est l'histoire de YouTube qui donc a passé des partenariats avec des grands acteurs de la production ou des pure players pour lancer des chaînes originales. Et donc, on est l'acteur qui en a obtenu le plus. Donc, on lance la chaîne Marmiton, abonnez-vous, la chaîne NetMoms, qu'on a lancée cette semaine, et la chaîne Au Féminin la Tribu, parce que la famille, justement, c'est plus la maman, le papa et l'enfant, cette espèce de petit triangle, c'est tout le monde, c'est la famille recomposée, c'est la grand-mère. Lucienne de Canal+ fait des vidéos qui sont très très déconnantes. Et donc c'est une famille élargie. Et on a testé, donc, comme je vous disais, le schéma où on est tout seul, le schéma où on est avec YouTube, et le schéma où on est en cofinancement avec YouTube, c'est-à-dire qu'on abonde les uns et les autres parce qu'on veut être un acteur leader sur ce secteur et on veut apprendre surtout pour pouvoir parler à nos communautés et avoir des nouvelles cibles et élargir en fait le spectre de notre groupe le plus large possible comme ça. C'est comme ça aussi que Smart AdServer, après s'être lancé dans le mobile, se lance dans la vidéo et le RTB cette année parce qu'on veut élargir nos offres systématiquement et on essaye de penser que certes le business, le vieux monde n'arrête pas de se révolutionner et de se changer, mais que justement nous, il faut qu'on soit plus agile et qu'on court un peu plus vite. Et donc, c'est une aventure extraordinairement amusante. Et puisque j'ai commencé par mai 68 et que je vous ai dit que ça avait une certaine influence sur moi, je vais finir peut-être par mai 68 parce que je suis prof à Sciences Po. Donc, ça aide aussi à voir les trucs en ayant un regard de toujours le plus contrasté, le plus critique, le plus rebelle possible. C'est ce truc affiché qui est terrible pour tous les gens qui font du marketing et qui nous menace à tout moment et donc qu'on devrait afficher dans nos bureaux, peut-être en gros, ou qu'on devrait mettre sur nos écrans. C'est professeurs, vous êtes vieux et votre culture aussi. Merci. Merci encore. Je vois que c'est pas le vieux monde qui court après vous, c'est vous qui courez après le nouveau monde finalement. Hein, voilà. Et ce que je retiens aussi, c'est que dans un monde très éclaté, comme on a commencé ce matin avec une vision un peu anxiogène des choses, l'éclatement des données, la transformation du consommateur, finalement, avec l'internet, qu'il soit mobile ou pas, on recrée des liens, parce que c'est ça en fait, la naissance de marques comme auféminin.com ou même le Marmiton, c'est des marques qui naissent sur le web, mais qui se déclinent après dans d'autres domaines. Et ça crée à nouveau des liens. Mais je pense que ça, finalement, c'est la révolution du marketing. C'est qu'il ne faut plus parler de cible, mais de communauté. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que la cible socio-démo n'a plus d'intérêt. En fait, ce qui est important, c'est la communauté qui adhère à un certain nombre de valeurs. Et je pense que les marques doivent aujourd'hui chercher à parler à des communautés plutôt qu'à chercher à parler à cette épouvantable cible qui n'a pas de sens parce qu'elle a tellement évolué qu'elle ne veut plus rien dire. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Avant que je ne passe la parole à Jean-Paul Baradel pour accueillir Emmanuel Faber, finalement, on a assisté à beaucoup de morts aujourd'hui. Il y a eu la mort du panel un petit peu au début. On a vraiment l'impression qu'il y a une grosse page qui se tourne et qui ne concerne pas que le marketing finalement, qui concerne notre vie quotidienne et qu'il faut peut-être l'appréhender par ce boulot-là pour bien la comprendre. Et il y a plein de matières à approfondir et je vous remercie encore de votre intervention. Merci à vous.